Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France sur Sud Radio, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser aujourd'hui à une boisson universelle, le café, une des boissons les plus bues au monde. D'un côté, nous recevrons Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France torréfacteur, porteur d'une vision solidaire, engagé jusqu'en Éthiopie. Et de l'autre, Léon Delon, fondateur de Lita Expresso, qui lui réinvente la pause café en entreprise avec une torréfaction éco-responsable qui réduit de 70% les émissions de CO2. Deux parcours inspirants entre goût, innovation et responsabilité sociale. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Vincent Ballot. Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie, bonjour Léo, bonjour tout le monde. Alors Léo, on l'aura en deuxième partie d'émission. Mais alors Vincent, vous êtes sur le salon, je crois sur un salon café. De toute façon, vous êtes toujours aux quatre coins du monde, vous. Oui, c'est un peu le métier du café. C'est pour ça que c'est un beau métier. Si j'avais choisi effectivement la boulangerie, je voyagerais moins loin. Mais en tout cas, je suis à Genève pour le World of Coffee. C'est un salon des cafés de spécialité. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Racontez-nous un petit peu votre parcours, cette passion pour le café dans un premier temps, puis ce titre de meilleur ouvrier de France, et puis justement cette entreprise que vous avez créée notamment avec votre femme. Oui, c'est surtout Barbara en fait qui l'a créé. C'est derrière elle, j'étais caché et effectivement c'est elle qui a créé la Grange, Infusion Thé Café. Et le parcours c'est une passion commune avec elle sur les boissons chaudes, elle plutôt sur les infusions et le thé, moi sur le café. Et au fil des formations, des rencontres, j'ai eu cette chance incroyable en 2018 de faire partie de la première promotion un des meilleurs ouvriers de France, comme on dit. Voilà, ça a révolutionné un peu notre entreprise. Et puis depuis, on essaye pas de prêcher la bonne parole, mais en tout cas de faire en sorte que la filière du café puisse servir à aider principalement les producteurs, parce que c'est eux qui sont la clé du café et la clé du succès du café. Vous avez lancé donc la Maison Lagrange, votre femme et vous, vous travaillez à deux en 2009 à Marnay. Donc il y a une vraie philosophie au démarrage, on l'a compris, des vraies valeurs à défendre. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes aussi reconnu pour transformer justement ce café sur place en Afrique. Vous le disiez à l'instant, c'est important de permettre aux producteurs de le transformer sur place. Exactement. Le torréfacteur, lui, intervient sur les 10 dernières minutes de vie du café, parce qu'il faut 10 minutes en gros pour torréfier un café, pour faire simple, alors que le producteur, il lui faut 4 ans de la première cerise avant qu'un arbre puisse produire ces merveilleuses fèves. Donc le travail le plus important et le plus dur, c'est celui du producteur. Et on essaye effectivement de leur montrer que tout au long de la filière, eh bien, la partie finale, la torréfaction a de l'importance, mais elle est intimement liée à la façon dont le café est développé, processé, taillé, choisi selon les variétés, selon les altitudes, selon les pays. Et donc c'est dans cet esprit-là que l'on se déplace effectivement sur place au Rwanda, en Éthiopie ou ailleurs pour donner entre guillemets quelques clés de la torréfaction et leur apprendre à torréfier. Et c'est aussi pour faire de la valeur, parce qu'il n'y a pas de raison que les producteurs puissent pas vendre du café torréfié plutôt que vendre simplement la matière première brute au départ. Donc c'est un peu notre philosophie, notre engagement, et on y tient beaucoup. C'est un peu comme nos agriculteurs ici en France, producteurs de lait par exemple, juste vendre le lait et ne pas le transformer en fromage ou en glace ou j'en sais rien. En tout cas, c'est créer de la valeur, quoi. Effectivement. Mais alors, vous avez commencé par quel pays? Et racontez-nous un petit peu les structures que vous avez déjà pu aider à mettre en place. Alors, on a commencé par l'Éthiopie, qui est le berceau de l'humanité et du café. Ça nous paraissait tellement logique de commencer par là. Et effectivement, il y a quelques années, avec une association exportatrice de café, avec des torréfacteurs locaux, on a effectivement commencé à donner ces cours de la Specialty Coffee Association pour qu'ils puissent effectivement être certifiés et devenir surtout, et ça c'est important, à leur tour des professeurs pour pouvoir traduire les différents programmes en langue locale. Et on a commencé à le faire effectivement plutôt en Éthiopie. Ensuite, il y a eu le Rwanda pour une session, et on va bientôt commencer ces opérations-là sur le Honduras aussi. Et l'idée étant vraiment de pouvoir prêcher, non pas la bonne parole, mais en tout cas donner les clés pour que tout le monde parle un peu la même langue de la torréfaction, du producteur
aux consommateurs. Et effectivement, ça nous paraissait tellement logique de commencer par l'Éthiopie qu'on s'est empressé d'aller sur Addis Abeba pour commencer à faire ses premiers cours. Le berceau du café. Le berceau du café, absolument. Le berceau du café et de l'humanité, comme on le dit souvent. Et de l'humanité, effectivement, comme on le dit, vous avez raison de le rappeler. Donc qu'on comprenne bien, c'est vrai que ce modèle, il a un impact sur la qualité du produit, sur les revenus des producteurs, sur la création de valeur locale. Hein. C'est ça, absolument. Le fait, effectivement, de pouvoir travailler et comprendre l'impact qu'a, par exemple, tout simplement, ce qu'on appelle le process du café, c'est-à-dire la fermentation des cerises de café lors de la production. On doit, à la fin de la cueillette, effectivement, enlever certaines parties un peu incongrues du café qu'on appelle le mucilage, qui donne une notation un peu verte. Si on le fermente de manière nature, c'est-à-dire en le laissant sécher au soleil, eh bien, on va donner un peu plus de sucrosité. Cette sucrosité va caraméliser plus vite, va torréfier plus vite au moment de l'acte de torréfaction. Et donc, c'est pour ça qu'on explique effectivement aux producteurs quel est l'impact de telle ou telle méthode de fermentation. Même chose pour la récolte. Plus on va récolter effectivement les cerises mûres, plus elles seront cueillies de manière sélective, de manière mûre, eh bien, plus vous aurez effectivement une meilleure qualité en tasse. Et donc, plus la torréfaction sera homogène et vous aurez moins dans votre café torréfié de graines de couleur trop noire ou trop blonde qui peuvent effectivement altérer la tasse au final. Donc, toutes ces notions de qualité donnent effectivement donne de l'importance effectivement à ce travail de formation, et il est important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nathalie, comme un paysan chez nous ou un vigneron chez nous, il est important que on ne s'occupe pas simplement du cep de vigne et de la grappe de raisin, mais aussi du résultat en bouteille quelques mois après. Et c'est le sens effectivement de ces formations que l'on donne dans les écoles qui sont présentes dans les pays producteurs. Et ça nous montre bien la complexité de ce métier et l'importance justement de maîtriser le savoir-faire. Hein. Vous le disiez, la durée de vie du café, c'est quoi? C'est 10 minutes au moment où on le récupère? Oui, en tout cas, une torréfaction, c'est en gros une douzaine de minutes pour faire griller un café, comme on le disait dans le temps. Alors qu'effectivement, avant d'obtenir la première cerise, quand on plante sa première cerise en terre, eh bien, c'est 4 ans d'engagement. C'est pas la même chose qu'un cultivateur ou qu'un paysan, comme l'était mon père chez nous, c'est-à-dire avec des récoltes annuelles de maïs, de blé ou de céréales. Effectivement, là-bas, c'est un engagement de long terme du producteur qui va travailler ses sols, ses forêts et attendre effectivement 4 ans le premier résultat de sa récolte. Et le premier résultat de sa récolte sera immédiatement jugé par les acheteurs, par les torréfacteurs, qui vont lui acheter son café vert. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur, parce que cet investissement de 4 ans est très très lourd dans des pays souvent en difficulté, avec des producteurs qui effectivement ont des difficultés à accéder à nos modèles économiques, à l'accès à la banque, accès à la culture, accès à tout ça. Et donc, ils ne peuvent pas se rater. Donc, l'importance de connaître effectivement le métier, le produit final, est quelque chose de capital pour pouvoir optimiser la production et la culture du café. Et un métier qui évolue constamment, notamment avec le climat qui évolue également. Donc là aussi, c'est un métier qui ne cesse de... Il faut se réinventer. Le réchauffement climatique est une donnée aussi très importante. On le voit quand on va dans ces merveilleux pays. Chez nous, effectivement, le réchauffement climatique se traduit par un changement de latitude. Hein. On dit souvent que le climat bouge de 30 ou 40 mètres par jour. Il fait chez moi, à côté de Besançon, le climat qu'il faisait à Lons-le-Saunier il y a 20 ans. Eh bien, dans les pays producteurs, ça se joue en altitude. Et quand il faut monter effectivement de 200, 300 mètres, 400 mètres pour retrouver des conditions climatiques intéressantes, eh bien, c'est ces problèmes-là auxquels ils font face, parce que les terres ne leur appartiennent pas forcément. Cela pose effectivement des soucis et des problèmes de déforestation. Donc nous, on essaye de leur expliquer, et on travaille avec eux, avec d'autres organismes, pour faire en sorte que l'agroforesterie, la culture sur ombrage, leur permettent de rester là où ils sont, de passer ce cap du réchauffement climatique, si on peut dire, pour continuer à cultiver des bons produits et qui leur permettent de vivre dignement sur place sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres en altitude pour trouver d'autres terres qui soient arables et qui soient compatibles avec le café. Donc tout ça aussi, vous avez raison, le réchauffement climatique a une importance énorme dans le monde du café. Dernière petite question, on l'a bien compris, vous êtes très engagé. Est-ce que vous avez le sentiment que le consommateur français lui aussi évolue et a cette envie de soutenir une filière café plus locale, plus solidaire? En tout cas, incontestablement, le client maintenant a besoin de savoir ce qu'il se passe derrière la tasse. C'est plus seulement l'image du gringo d'il y a quelques années
qui va choisir en pays producteur son café, on a besoin d'être en contact avec le producteur. On a besoin de connaître ce qui se passe sur place. Et effectivement, quand on leur demande pour d'autres projets, comme des projets plus scolaires où on participe financièrement à hauteur de 10 cents la livre à des projets éducatifs d'écoles sur place, eh bien le consommateur est sensible à ça, faire un acte citoyen, même si on le dit souvent, on oublie parfois, on est citoyen de bon matin et consommateur quelques heures après. Les citoyens sont quand même intéressés, conscients que de faire un acte financier important en mettant un peu plus cher sur le kilo de café, contribue aussi au bien-être et à élever le niveau de vie des producteurs et de leur permettre de rester simplement sur place et d'offrir un futur à leurs enfants. Donc on est vraiment sur de la conscience et tout passe par l'éducation. Il faut expliquer cela aux gens, leur montrer la difficulté qu'est le métier de producteur de café. Mais on sent effectivement un éveil là-dessus, un éveil des consciences, quelqu'un qui se lève le matin, qui prend un bon café, a envie de savoir effectivement ce qu'il y a derrière et a envie de contribuer quelque part à quelque chose. Et c'est encourageant et du coup notre café a une autre saveur. Merci beaucoup Vincent Ballot et bon salon à Genève. Merci encore, bon salon à vous et votre femme. Et on rappelle à la maison Lagrange. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après pour découvrir un autre profil, Léon, qui lui révolutionne la pause café en entreprise avec son entreprise qu'il a créée assez récemment. Restez avec nous, à tout de suite. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, pour parler café avec Léo désormais, qui a un parcours très atypique. Il est passé de la moto à la communication, puis à la création d'entreprises, et notamment dans l'univers du café. On en parle tout de suite. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Léo Delon, si je prononce bien. C'est ça, bonjour, merci de me recevoir. Fondateur de Lita Expresso. Alors c'est un parcours atypique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'univers du café ? En fait, c'est plus par opportunité. J'avais développé plusieurs sociétés dans le passé. J'ai créé ma première boîte, j'avais tout juste 20 ans. Et à un moment donné, on m'a proposé ce marché. Et j'ai trouvé un marché avec un potentiel illimité. Et étant passionné d'entrepreneuriat et de développement, c'est ce qui a fait que je me retrouve aujourd'hui dans le café. Alors vous avez créé Lita Expresso en 2020, comme je le disais. Beau bilan à ce jour, plus de 10 millions de chiffres d'affaires, 45 franchisés, 7000 clients répartis un petit peu partout. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez décidé, vous, de faire ce qu'on appelle la torréfaction. C'est bien évidemment une étape indispensable dans l'univers du torréfacteur, mais au pellet de bois. Racontez-nous ça. Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai créé Lita, ça faisait plusieurs années que j'entreprenais déjà et j'avais vraiment envie de trouver un sens à mon action et de porter des valeurs dans ce projet. On dit Lita Espresso made with respect. C'était vraiment l'idée, c'était de faire un produit le plus vertueux possible. Et donc on a fait toute une analyse de cycle de vie avec une agence d'éco-innovation. Et donc, on a développé un torréfacteur qui fonctionne au pellet de bois aujourd'hui, ce qui nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 70%. Et alors, est-ce que ça change quelque chose par rapport justement à la façon dont est torréfié le café ? Alors, nos torréfacteurs ont dû s'adapter, bien entendu. On a dû adapter les courbes de torréfaction. Mais aujourd'hui, pour le rendu pour le client final, il n'y a aucune différence par rapport à notre café torréfié de manière artisanale. En fait, pour vous, c'était important de bâtir un modèle RSE complet, dans le cycle de vie, les capsules compostables, et une logistique responsable, c'était un petit peu cette ligne qu'il fallait respecter. Oui, tout à fait. Puis tout en mettant l'humain au cœur du système, avec le réseau de concessionnaires qui sont une typologie de franchisés. Ce sont des gens qu'on accompagne, qui changent de parcours, qui avant étaient salariés et qui aujourd'hui ont toujours rêvé de créer leur entreprise. Il y a quand même un Français sur 3 qui rêve de créer une boîte et qui n'ose pas franchir le pas. Et nous, on les accompagne sur un marché avec un fort potentiel. Donc on les accompagne de A à Z. Et donc voilà, on met l'humain vraiment au cœur de notre action avec un service de proximité pour nos clients également. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle donc, vous avez décidé de créer des franchises. Et donc du coup, ça se passe comment ? Ils sont formés chez vous ? Comment vous faites justement pour qu'ils puissent respecter les valeurs de l'entreprise ?
Alors, ils sont formés, accompagnés au quotidien. Enfin, on est en relation permanente. On est, en fait, quelque part, nous, la tête de réseau, on est un support marketing, on est un support sur la partie commerciale, on est un support sur la partie technique, un support sur la partie logistique. Enfin, vraiment, on les accompagne également dans la gestion de leur entreprise. On va même jusqu'à proposer à leur faire des fiches de poste pour leur recrutement. On les accompagne de A à Z. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le développement de leur entreprise et sur leurs clients et sur la satisfaction de leurs clients. Voilà. Alors, la maison mère est à Rodez, au niveau des franchisés. Alors, vous en êtes où? Est-ce qu'ils sont plutôt répartis dans le sud du pays, ailleurs, un peu partout, en dehors de la France? Ils sont répartis partout en France à ce jour. On se concentre vraiment sur la France. On a 50 unités à ce jour. On en a une dizaine en prévision d'ouverture jusqu'à décembre. Mais on est à Lille, on est à Quimper, on est à Dinard, on est à Aix-en-Provence, on est à Toulouse, on est un peu partout en France. Voilà. Alors, quel bilan vous dressez 5 ans plus tard? Parce que je ne l'ai pas précisé, vous avez quand même lancé l'entreprise. On a été confinés quasiment juste après. Donc, ça a été des débuts assez compliqués, j'imagine. Tout à fait. Quand on travaille en B2B, avec votre clientèle, ce sont les entreprises, et qu'elles sont fermées, ça a été très compliqué. Nous, on a lancé la boîte le 1er mars 2020. Donc l'Italie commençait à être confinée, et derrière 15 jours après, on s'est retrouvés, on n'a pas pu travailler. Donc voilà, avec beaucoup de résilience, beaucoup de travail. De toute façon, il n'y a pas trop de secret quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat. C'est du travail, de la résilience, de la remise en question. Mais on s'est adapté, on a innové, et on a réussi à créer ce beau développement, mais aussi grâce à la confiance de tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette période aussi. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien à la maison mère? Donc on est une petite vingtaine. Ah, quand même, hein? Quand même, une petite vingtaine. Avec quoi comme corps de métier? C'est-à-dire qu'il y a un fondateur, un cofondateur, une équipe surtout marketing, une équipe service après-vente? Donc je suis le seul fondateur. Taïsia est mon bras droit. Après on a toute une équipe marketing, une équipe de gestion, une équipe ADV, une équipe à la logistique, une équipe technique, une équipe à la production avec des torréfacteurs. Donc voilà à peu près comment se répartissent les rôles. En fait, c'est étape par étape. Il a fallu d'abord créer l'entreprise, faire le dos rond pendant le Covid, et puis se relancer derrière, innover, et puis continuer à s'étendre. C'est une belle réussite, hein, Léon Delon. On était ravis de pouvoir justement mettre en avant ce profil. Puis ça permet aussi de rappeler à ceux qui nous écoutent que parfois, effectivement, la franchise, ça peut être un bon moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein, parce que trouver une idée, la développer, l'installer, c'est pas toujours évident. Oui, et puis bénéficier également d'un accompagnement qui est précieux. Hein. Vous savez, les entreprises standards, après 3 ans, je crois qu'il y a, je ne vais pas dire de bêtises dans les statistiques, mais je crois que c'est 70% qui ne passent pas le cap des 3 ans. C'est réduit de moitié en franchise, en fait, parce que vous avez un accompagnement, vous bénéficiez d'une expérience, et sans, quelque part... Une marque déjà installée, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Léon Delon d'avoir pris le temps de nous présenter cette entreprise. Un grand bravo à vous et on vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Il nous fait découvrir la principale association française d'acheteurs, un réseau incontournable dont le rôle est devenu central pour renforcer la souveraineté économique du pays. Et oui Nathalie, aujourd'hui je suis au Théâtre de Paris où le CNA, le Conseil national des achats, a réuni ses membres pour sa matinale des universités des achats. Et c'est l'occasion de parler d'un sujet qui nous concerne tous, la souveraineté économique. Concrètement, comment on peut acheter plus local, plus français ? Alors moi j'en ai profité pour poser quelques questions au président du CNA, Jean-Luc Barras. Quelques mots sur le CNA. Le CNA, c'est vraiment une organisation qui est assez importante. Il y a 20 000 adhérents, donc on représente la communauté achat. Et donc sa mission première, c'est de permettre à chacun de savoir, d'avoir accès aux bonnes pratiques, d'avoir accès aux meilleurs outils, de pouvoir travailler ensemble pour renforcer la performance de toutes les organisations qui sont servies par les achats. Et c'est aussi vrai d'ailleurs dans le privé que dans le public. Et donc réunir les gens, leur
permettre de travailler un certain nombre de thématiques, de mettre en avant un certain nombre de bonnes pratiques. C'est ça en fait la vocation du CNA. Une thématique qui était au cœur des réflexions aujourd'hui, c'est la souveraineté économique. De quelle manière le CNA accompagne ou encourage la souveraineté économique française ? En fait, le B2B, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Évidemment, ce que les acheteurs publics, évidemment, mais les acheteurs privés aussi, ce qu'ils vont faire dessine effectivement le monde économique aussi extérieur. Ils l'exploitent d'une certaine façon, mais ils le construisent aussi. C'est-à-dire que nos choix ont un impact. Et une journée comme celle-là, c'est l'occasion de bien comprendre quels sont les enjeux. Pourquoi aujourd'hui on doit avoir une vision moyen terme, voire long terme sur ces transformations-là et sur la souveraineté. Parce que nos entreprises dépendent quand même d'un tissu industriel qui est parfois très local et ont besoin de se responsabiliser par rapport à leurs actes d'achat. C'est un acte politique essentiel, l'achat. Vous auriez un exemple concret en tête à citer pour nos auditeurs ? Oui, parmi les exemples qui ont été cités aujourd'hui, il y a des choses très industrielles, il y a des choses qui concernent l'IA, mais il y en a peut-être un qui concerne tout le monde et qui peut intéresser vos auditeurs, c'est l'effort qu'a fait la SNCF à repenser la filiale du lin pour ses vêtements. Et ils ont reconstruit vraiment tout un écosystème qui va de la culture au tissage jusqu'à la confection. Et en plus, ils ont montré qu'économiquement, ça ne nuit pas à la performance qui est attendue. Là, je profite d'une pause entre deux conférences pour rejoindre Stéphane Faustin-Lebac, qui est directeur des achats du groupe Naos et bien entendu membre du CNA. Alors, quelques mots sur le groupe Naos. Alors déjà, Naos, c'est une société indépendante française qui a plus de 45 ans, créée par Jean-Noël Torel. Et aujourd'hui, elle appartient à une fondation actionnaire pour la recherche, la science et le vivant. Elle détient 3 marques commerciales de dermatologie. Nos marques sont Bioderma, Institut Esthederm et Etapur. Nous distribuons dans 130 pays, nous avons 47 filiales et nous allons atteindre cette année notre milliard de chiffre d'affaires. Le thème de la matinée, c'était la souveraineté. De quel levier vous disposez-vous pour réorienter les achats vers la Made in France ? Depuis 20 ans, j'ai orienté une priorité territoriale, mais comme on l'a entendu ce matin, tout ne peut pas être acheté en France, que tout n'est pas produit en France, mais quand j'ai le choix et la possibilité de le faire, je favorise quand même le territoire. Pour preuve, on a plus de 60% de l'origine de nos achats, toute l'entreprise, qui sont déjà faits en France. Et plus de 80% de l'origine de ce que l'on achète est fait en Europe. Donc en fait, on a quand même réduit la maille, la distance, là aussi pour opérer des produits plus vertueux, plus proches, développer l'emploi local, développer la formation des jeunes, relancer des entreprises dans l'industrie. Et du coup, on a une responsabilité sociétale aux achats. Donc il faut savoir que le scope 3 d'une entreprise, c'est 95% de l'empreinte carbone, et le scope 3, ce sont les fournisseurs. Donc sans embarquer nos fournisseurs, on ne peut pas décarboner notre chaîne de valeur. Demain, nous aurons des produits non seulement de qualité, mais il faudra que ce soit des produits avec le moindre impact possible sur la planète. Donc c'est aussi cet enjeu que les acheteurs doivent adresser dès l'éco-conception de ce qu'ils achètent jusqu'à l'acheminement du produit dans les points de vente. Vous venez de le dire, le métier d'acheteur a évolué. Comment vous le définiriez aujourd'hui ? Les achats seront toujours des achats, mais à la différence du passé, c'est qu'avant on achetait en effet une ressource, un prix, ça s'arrêtait là. On était plus dans un rôle, on va dire, d'approvisionnement, de continuité d'activité. L'acheteur de demain, il agira sur la décarbonation de sa chaîne de valeur, donc la décarbonation de son entreprise. Merci beaucoup. Voilà Nathalie, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Souveraineté, durabilité, responsabilité, on connaît désormais un petit peu mieux les différentes facettes du métier d'acheteur. Merci beaucoup Thibaut. Merci à Vincent Ballot et Léon Delon pour ces histoires fortes de passion, d'innovation, de sens. Merci à vous chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière avant les vacances. À très très vite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.